Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Vie ma vie de dev et j'ai comme premier invité l'honneur et le plaisir d'avoir Maxime que vous connaissez sûrement sur LinkedIn. Pour ma part, je suis Gaëtan, développeur Angular, freelance depuis 4 ans et builder de Easy Angular Kit, la plateforme qui te permet d'apprendre Angular sans complexité superflue. Je te laisse te présenter Maxime. Ouais, alors moi c'est Maxime Gonzalez, je suis lead développeur full stack, je fais un peu de tout, du front, du back, du mobile, je fais aussi un peu de chefferie de projet, bref, quelqu'un d'assez complet vu mon expérience. Et je suis aussi celui qu'on appelle Papy Dev sur LinkedIn, où je raconte des histoires. Très très anecdotique ce truc, mais d'ailleurs je crois que c'est un nom qui t'est venu assez rapidement, hein. Les gens ont pas trop longtemps hésité à te le donner celui-là. Ah, c'est surtout que ça vient du Père Castor, hein, tout simplement. Donc je dis bah Père Castor Dev, ah ouais mais non, on va dire Papy Castor Dev, et puis au final Papy Dev, ça allait très très vite. Ça part de blagues avec certaines personnes de la communauté, je crois que t'étais dedans aussi, hein. Il y a des chances, il y a des chances. Euh, je suis très content que tu sois mon premier invité. Alors d'abord parce que je crois qu'on commence à se côtoyer depuis un certain temps sur les réseaux et que j'ai toujours été fasciné parce que j'ai appris très tardivement qu'en fait tu étais en CDI. Et on a l'impression que publier sur les réseaux, c'est quand même plus ou moins réservé aux freelances ou entrepreneurs. Et non, en fait, tu fais partie, en tout cas, alors moi dans mon réseau, des rares CDI qui publient. Et je trouve ça hyper intriguant parce que de mon côté, j'ai souvent des messages en MP de personnes qui me disent qu'elles n'osent pas, alors par rapport à leur employeur ou se mettre en avant, etc. Et du coup, ben, je me dis que le plus simple finalement, c'est peut-être de te poser la question de toi, comment t'en es arrivé à publier sur les réseaux, est-ce que tu as eu un déclic, qu'est-ce qui a pu se passer, quelles sont un peu les étapes que tu as suivies pour en arriver à PapyDev? Bah en fait j'ai commencé assez tôt à publier un petit peu sur LinkedIn. Je me rappelle plus exactement, c'était dans mon ancienne activité, j'étais le CTO de la boîte et en fait je voulais commencer à créer des activités, des relations avec les clients, etc. Mais je publiais assez peu quand même. C'était surtout pour prévenir des nouveautés un peu techniques ou pour mettre les liens des webinaires. Et il y a 3 ans, quand j'ai rejoint Tecna, je me suis dit, bah, j'ai un peu de savoir, je connais certaines choses, j'ai un peu d'expérience, donc pourquoi pas le publier, et pourquoi pas informer et donner en fait des informations aux gens, enfin transmettre le savoir quoi, tout simplement. Et pour ta petite réflexion sur ils osent pas par rapport à l'entreprise, euh, c'est vrai que parfois on peut en tant que CDI, en tout cas moi, il y a certaines choses que je vais un peu freiner ou pas forcément dire. Notamment si je vois que ça peut soit rentrer en conflit avec la société ou soit simplement des choses on n'a pas les mêmes visions. Mais je me laisse quand même le côté vraiment je peux tout dire et tant pis. Donc c'est pas du tout quelque chose que tu as négocié avec ton employeur, c'est quelque chose que tu as choisi de faire et de fait de fixer certaines limites, te fixer certaines limites. A priori, ça n'a jamais été un sujet et du coup, ça n'a jamais eu d'effet rebond derrière. Non, alors par contre, bah, j'ai un de mes commerciaux qui m'a dit ah, j'étais en rendez-vous chez tel client et il m'a dit qu'il connaissait sur les réseaux. Donc ça apporte aussi ce côté-là en fait, c'est le fait de publier. Ok, c'est pour mon personal branding. En gros, moi, je mets ce que j'ai envie de mettre, j'ai envie de faire passer comme message, mais ça fait aussi connaître un petit peu la boîte. J'ai jamais caché que je travaillais chez la Tecna, j'ai jamais caché quoi que ce soit, hein. C'est sur mon image de profil, hein, il y a de partout. Et ça permet en fait indirectement de montrer qu'il y a de la compétence en fait dans la société. Donc très honnêtement, et c'est quelque chose que j'essaye de faire en interne, de pousser un peu les collaborateurs à écrire, vraiment, de trouver une ligne directrice surtout,
une ligne éditoriale et de le faire parce que ça montre la compétence, ça te permet de sortir du lot et ça te permet de créer des contacts. Moi, je suis très très content de tous les contacts freelance, lead ou autres que j'ai pu avoir avec LinkedIn, hein, de parler. Il y a des gens qui viennent me parler en MP en me disant ah, j'ai un petit problème, est-ce que tu penses que ça? Bah ouais, ok. Là, jeudi, j'étais dans le train, je sors du train, je reçois un DM, je regarde, un mec qui me demande ah putain, j'arrive pas à débuguer dans l'application Flutter, est-ce que t'as pas une ligne de commande? Je fais ouais, tu fais ça, 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 et normalement ça devrait être bon. À 14 heures, il m'envoie un message en me disant putain, c'est génial, j'ai tout réussi, merci beaucoup. Voilà. J'ai rien à vendre, si ce n'est l'expérience et bah, ma collaboration, que je vienne sur ton projet, je suis grand ouvert. Mais voilà, j'ai pas cette épée de Damoclès comme d'autres freelances en fait qui doivent publier pour vendre. Donc moi je publie ce que j'ai envie de publier, mes envies, mes coups de gueule. Ouais, toi, c'est vraiment full plaisir. Et est-ce que tu te poses quand même alors des contraintes du style je veux publier tant de fois par semaine, être plus ou moins actif, etc. Pas du tout. Comment tu gères ça? Alors ça a évolué ça. Ça a vraiment évolué. Au tout début, il y a encore quelques temps, je mettais au fur et à mesure de mes envies. Je pouvais poster 4 fois par jour et puis le lendemain pas poster du tout. C'était un peu décousu. J'ai appris à analyser l'algorithme, j'ai appris à analyser un petit peu ce que font les autres, qu'est-ce qui marche bien. Et pour tout te dire, je crois que c'était fin 2023, un truc comme ça, où tout le monde commence à mettre ses bilans, j'ai fait tant de vues, j'ai fait tant de trucs, etc. Et moi je pose, bah, j'ai fait 204 vues, j'étais content. Vraiment, j'étais content, c'était cool, c'était une bonne année, c'était sympa, j'ai touché dans les 200 cas, j'ai dû toucher, je sais pas, 50 000 personnes à un moment Allez, donné. 200K, parce que j'ai compris 204, je Non, non, comprenais pas. 200K, c'est pas mal. 200 cas, ouais. Ouais, c'était au début, hein, moi je me cherchais encore. Et là, j'ai un collègue d'une autre agence qui m'envoie un petit message et je lui dis, ah bah moi j'ai fait 300 cas. Et en fait, j'étais un petit peu piqué au vif, tu vois, le mec, j'ai jamais vu, il avait un post par-ci, par-là et tout, et c'est tout. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, faut que je trouve un truc. Et à partir de là, je me suis mis un objectif de au moins faire 500 cas. Donc j'ai commencé à publier des choses, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait marcher, je suis passé par des choses très techniques. Après, je suis passé aussi par des coups de gueule sur bah, j'en ai marre qu'on vienne casser le statut de CDI, enfin voilà, des choses qu'on voit un peu sur les réseaux. Et au final, j'ai fini l'année avec 1 500 000 de vues, dont J'espère que tu es allé lui chatouiller la moustache après. alors, je suis allé le voir, le taquiner un petit peu comme ça, mais c'est surtout aller discuter avec lui. Et au final, ce collègue, en fait, où j'ai zéro vocation à travailler avec lui. En fait, on n'est pas du tout les mêmes agents, dans les mêmes projets. C'est un designer, moi je suis un dev. Euh, et ben, en fait, on collabore beaucoup. C'est que lui, il essaye de faire des choses de son côté et il vient me demander en fait des coups de main. Est-ce que tu peux me dépanner parce que j'arrive pas à débugger mon code ou des choses comme ça. Donc c'est devenu ça. Et aujourd'hui, effectivement, je me suis donné une ligne directrice. C'est que du lundi au vendredi, à 7h45, c'est une histoire de la tech, une histoire de papy dev. Je raconte quelque chose. Le samedi, je fais un post. Alors avant, je le programmais à 9h30. Là, je t'avoue que maintenant, c'est un petit peu quand je me réveille et quand j'y pense. Je fais le petit post récap du samedi. Et le dimanche, c'est plutôt une réflexion, un coup de gueule ou une réflexion. Ou un truc un peu plus libre, quoi. Ouais. Et après, Et bah, je me laisse mettre dans l'instant. Dès que j'ai quelque chose où j'ai envie de parler, une frustration, bah, je vais le mettre dans la journée, quoi. ouais, ok. Donc ça, c'est un peu ton seuil minimal. Du lundi au vendredi, un post-tech, samedi le bilan. Au moins une réflexion de vie philosophique le dimanche. Et par contre, tu t'interdis pas de poster plus à l'instinct, à la pulsion, si jamais t'as envie de le faire, ouais. Ok. Et, tout à l'heure, tu as dit que tu avais analysé un petit peu ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce que éventuellement tu aurais deux, trois trucs à donner là-dessus.
En tout cas, que toi, t'as pu observer. Moi, ce que j'ai pu observer, et c'est très peu ma ligne directrice du coup, mais oui, c'est de recycler ses posts. Ça, par exemple, c'est quelque chose, j'arrive pas. C'est que depuis tout petit, j'ai une assez bonne mémoire, donc je vois en fait tous les posts Mhm. des grands, je donnerai pas de nom, mais je vois les posts qui sont recyclés toutes les 3 semaines. D'ailleurs, je pense que toi-même tu sais de qui je parle, entre autres. Et ça, j'y arrive pas, tu vois, j'ai l'impression de voler les gens. Mais je sais pertinemment que c'est un truc qui marche. Donc, mais moi personnellement, j'y arrive pas. Comme j'ai plein de complexes, tu dois le savoir. Ça, j'y arrive pas. Après, bah, t'as tous les posts un peu avec un titre un peu plus putaclic, quoi, qui amène vraiment juste quelque chose d'assez virulent pour que les gens y commentent. Et là, ça marche. Un truc style PHP est mort pour la un Ouais. milliardième fois. Enfin, Ouais. tu... Moi, j'ai Et non, en utilisé fait. Et non. React est mort, j'ai utilisé dernièrement. Tu vois, j'ai fait deux trois posts comme ça juste pour montrer en fait Ouais. le ridicule du truc. Et au final, c'est ces posts-là qui marchent le plus en plus. Donc c'est hyper frustrant quand t'es là, tu te fais chier, pardon, à, à, à écrire des choses, à faire des recherches. Je connais pas toutes les technos sur lesquelles j'écris, mais je fais beaucoup de recherches. J'essaie de poster des choses un peu de qualité. Euh, et tu vois qu'un truc à la Arthur qui est creux. Je sais pas si tu as vu les posts d'Arthur Alors, passer. moi, j'ai la chance, enfin, par rapport à ce que je dis, de pas l'avoir trop vu passer, moi, ce bonhomme. J'ai l'impression que les gens sont très mitigés sur LinkedIn quant à son sujet. Moi, globalement, je m'en cogne. Je suis pas intéressé par le sujet. Enfin, je vois pas ce que moi il peut m'apporter globalement Ouais. par rapport à ce que moi je fais. Donc voilà, c'est pas une personne que je vais suivre forcément. Mais oui, oui, j'ai cru comprendre que les posts étaient bon, un peu creux, un peu vide de sens. On sait pas trop ce qu'il fait ici, mais bon, il a sûrement des tas de bonnes raisons d'être là. Hein, Bah après, je pense qu'une personne comme ça, on dévie un peu du sujet, mais une personne comme ça a pas mal de choses à apporter, hein. C'est quelqu'un qui a entrepris, qui a eu des échecs, qui a eu des succès, ça peut être hyper important. Mais ouais, le début, là, en tout cas, la ligne directrice, c'est tous les clichés de LinkedIn, en fait, qui sont posés hmm. dans un post en permanence. Ouais, non, mais voilà. Après, le jour où il postera plus sur sa vie entrepreneur, peut-être que du coup, je serais intéressé. Mais là, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai cru voir un post où il était en train de sauter d'un avion. Oui, bon, bah, cool. Mais chacun Ouais, ses hobbies, mais moi, je non. voilà. Euh, je voudrais juste revenir vite fait sur le fait de recycler les posts. Alors, moi, je sais que c'est un truc que je pourrais faire et que bah, j'ai pas encore ressenti le besoin de le faire, mais je pense que toi, la difficulté aussi par rapport à ça, c'est que ben, t'as rien à vendre en fait. Mm. Euh, et que en fait, bah, quand tu vends quelque chose, je pense que recycler ces posts à un moment donné, ça devient un petit peu nécessaire parce que tu vois bien, l'audience, elle évolue. À un instant T, t'as telle ou telle personne qui vont interagir avec tes posts, et puis plus tard, ça évolue, c'est plus forcément les mêmes. Ouais. Et donc, finalement, ben, les posts qui datent il y a plusieurs mois, bah, les nouvelles personnes qui te suivent, eux, ne les ont pas forcément vus. Et je pense, toi, notamment, à tes posts très techniques. Donc là, je sais que tu es en train de tout centraliser sur PapiDev, mais tu vois, il y a des gens qui te vont te suivre aujourd'hui qui ont jamais vu tes premiers posts, en fait, tu vois. Ouais. Et ou peut-être que quand tu as évoqué certains sujets techniques, ben, entre-temps, ça a pu évoluer. Donc, bah, les reprendre pour ajouter la petite nouveauté qui ferait la diff aujourd'hui, tu vois. Mm. Après, je comprends, hein. Moi aussi, j'ai un peu ce sentiment d'abuser des gens, mais en fait, je pense qu'il y a tellement de publications, on en voit tellement toute la journée que on sait plus, tu vois. Enfin, globalement. Et puis alors, moi, j'ai une mémoire de poisson, autant te dire que si tu publies plusieurs trucs, peut-être qu'au bout de la 20e fois, je m'en rendrai compte, tu vois, mais avant, il y a peu de chance. Ah ouais, j'ai une grosse mémoire, donc dès que je commence à scroller, je vois un truc, puis je scrolle, je vois la même chose, je dis, putain, c'est quoi ce bordel? Je vois des doublons, je vois des trucs en doublon, repris par 25 personnes, des trucs qui datent d'il y a 20 ans de Facebook, tu vois, des trucs, Ouais. et pour moi, c'est une horreur. Après, je comprends quand t'as quelque chose à vendre, effectivement, tu reviens toujours sur la même chose. Moi, je te parle quand même de posts où j'ai vu des personnes qui ont aussi rien à vendre, qui vont juste lâcher une idée qui a marché, enfin une réflexion qui a marché à un moment donné, et la ressasser en boucle sans arrêt. Ouais, il y a un freelance, je n'aimerais pas de nom pour éviter de lui faire de la pub. Il a été banni, il a toujours le même discours.
Et ce mec était exécrable, enfin, voilà, tu vois. Et ce gars, c'est même pas toutes les 3 semaines, il fait même plus l'effort, c'est tous les 2 jours, toujours la même chose. Il y a zéro valeur ajoutée, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que ça marche. Ah ouais, ça marche, c'est ça. Donc après, il faut Après, trouver. ouais, c'est. Mais et c'est ce qui fait. Alors, et c'est une super transition sur ma question d'après, parce que c'est là où on voit qu'en fait chacun a sa ligne éditoriale. Et toi, du coup, quelle est la tienne? Parce que, alors oui, effectivement, t'as pas mal de posts tech, mais moi, dans ma perception de toi et de tes publications, t'as quand même une grosse part d'humain aussi dans tes posts. Des posts qui sont totalement non tech finalement. J'en ai beaucoup. C'est de la réflexion, c'est du vécu, d'instant. Tiens, enfin voilà, j'approche de la quarantaine. J'ai eu une vie pas forcément très facile tout le temps. J'ai eu il y a 3 ans une période très très creuse, hein, full, enfin burn-out, aussi bien en pro qu'en perso, tu vois, j'ai failli pas m'en relever. Euh, et à ce moment-là, j'ai dit, attends, stop, faut que tu fasses quelque chose. Enfin, il y a 4 ans, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu changes. Et faut que tu changes ton rapport aussi aux autres. Donc c'est dans un rapport plus, je vais aider n'importe qui tout le temps, etc. Aujourd'hui, je vais plus accompagner les gens. Et dans cette technique, enfin dans cette approche d'accompagnement, il y avait plusieurs choses. Il y avait de l'accompagnement via du mentorat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai proposé du mentorat gratuitement. Ok. Euh, les personnes que j'ai sélectionnées, ça a duré 2, 3 semaines, et puis après, bah, comme c'était gratuit, en fait, ça n'avait pas forcément beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un peu mort, quoi. Alors, ça n'avait pas beaucoup de valeur parce que t'en donnais pas beaucoup. Moi, je pense pas trop quand même, te connaissant. Ou parce que du fait que c'est gratuit, globalement, les gens s'investissent pas trop. Bah ouais, du coup, ils s'investissent pas, en fait. Ouais. Ils ont d'autres choses aussi, hein. Les personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, c'est souvent des profils de reconversion, de gens qui ont déjà une famille, que s'ils trouvent pas un taf, ils vont devoir aller rebosser sur un truc alimentaire, tu vois. Ça m'a fait hyper mal au cœur. Euh, donc du coup, bah, il y en a beaucoup que je recroise encore, qui continuent à travailler. Il y en avait certains qui ont dû abandonner, puisque je les vois plus du tout. Et dans cette partie de mentorat, en fait, au final, je me suis dit, j'ai beaucoup trop de choses à gérer. Hmm. Déjà, au niveau de mon boulot, hein, ce que je dois produire. En plus, je me rajoute des choses sans cesse. J'ai aussi à écrire mes articles. Et surtout, enfin, j'ai une femme et 2 enfants. Euh, Ça prend du temps. et j'ai pas envie de louper ces instants parce que papa est devant son ordinateur non plus. Déjà qu'on passe beaucoup de temps l'ordinateur, le téléphone. Euh, donc il y a cette partie-là. Et du coup, dans cette approche d'accompagnement, euh, j'écris des choses sur moi, sur ce qui me passe au quotidien, sur ce que j'ai pu vivre avec certains collègues, avec certains amis et autres, qui reste un petit peu quand même pas non plus très très perso, hein, ça reste quand même un peu dans le cadre pro. Mais je sais pas, j'ai aussi, je manage aussi des personnes dans ma boîte, et ces personnes-là, elles sont souvent beaucoup plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient à peine 22 ans quand j'ai commencé à les prendre sous mon management. Et, et j'allie un petit peu, voilà, comment te faire progresser en tant que développeur, développeuse. Euh, et aussi, ben, ils savent qu'ils peuvent un peu se confier à moi et comment les faire progresser sur le plan humain, perso. J'en ai un qui était très très introverti, il avait pas d'amis, ou que je l'ai un peu aiguillé en fait pour qu'il s'ouvre, pour qu'il aille trouver des connaissances hors boulot et qu'il étoffe un petit peu. Et ce côté un peu psy, un peu coach de vie, j'aime bien aussi. Et du coup, finalement, tes publications, c'est... alors, il y a peut-être une part de thérapeutique pour toi aussi.
faire un peu la paix avec certaines choses. Et du coup, c'est aussi montrer aux autres finalement que bon, t'es pas que un tech, t'es pas que papy dev, Ouais. te rendre peut-être plus accessible, je sais pas. Ouais, puis c'est aussi pour dire que ouais, ça fait 17 ans que je suis dans la tech, que je fais ça. J'ai même travaillé un petit peu avant pour découvrir et tout. Mais pourtant, comme je dis à mes enfants, hein, je réussis pas tout. En fait, je passe mon temps à échouer. Genre, enfin, qui a fait un code du premier coup et ça marche? Même avec l'IA aujourd'hui, il te fait un code, même ce truc-là, ça marche pas. Enfin, faut arrêter un peu. Et de montrer que ouais, tu peux pas être au top tous les jours. Que que tu peux échouer, mais qu'à un moment donné, ça va arriver. Ne pas faire aussi les mêmes erreurs que moi. J'ai pu passer des nuits jusqu'à 5 heures du matin, alors que t'as tes enfants à t'occuper le lendemain, ou t'as ci ou t'as ça, et passer à côté d'enfants de vie, d'instants de vie, tu vois. C'est, ouais, c'est te dire, moi j'ai fait ça, bah le faites pas en fait, parce que c'est une connerie, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Après, je suis complètement d'accord, hein. Il faut, enfin, alors, je trouve ça important de partager nos échecs parce que je pense qu'effectivement, il y a, et c'est un peu là où, enfin, il y a la notion de vendeur de rêve sur LinkedIn. Et je pense que effectivement, ça vient du fait que ces personnes-là vendent beaucoup de succès et parfois oublient aussi de partager que, bah, avant d'en arriver là où ils en sont, en fait, ils se sont cassés la gueule un nombre incalculable de fois. Ouais. Alors, peut-être pas tous, hein, mais bon, je connais personne qui a réussi du premier coup à arriver là où il en est aujourd'hui. Donc moi c'est pareil, hein, c'est quelque chose que je prône. Enfin, si tu rates rien dans ta vie, t'apprends pas en fait. C'est limite de la chance de d'avoir réussi. Alors Le pas cerveau, il toujours. apprend par les erreurs, en fait, hein. Bah, on apprend à faire du vélo malheureusement en tombant, hein, Mais voilà, donc c'est vrai que partager ses échecs. Alors on en voit un peu de plus en plus, je trouve, en ce moment là sur LinkedIn. Le fait, il y a une petite tendance là sur les échecs et je trouve ça cool. Parce que ça permet de montrer, bah voilà, ok, on sourit, on est content, on a la patate, mais en fait, on est comme tout le monde. On n'est pas des dieux, on n'est rien. Enfin, on se vautre, on fait des choix de merde des fois, ou des fois, on n'a juste pas la banane, pas la patate, on n'a pas la motivation, ça s'explique pas. C'est juste qu'on est des êtres humains. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Euh, et donc non, je trouve ça cool. Et j'avais une question, et du coup, elle m'est passée parce que tout à l'heure, t'as fait un petit quick. Ouais, sur les juniors, le fait que tu les accompagnes et que tu les mentors, alors moi je le sais parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois, mais t'as quand même un petit syndrome d'imposteur qui te traîne derrière l'oreille. Euh, mais alors, je me trompe peut-être, j'ai l'impression que c'est un peu comme moi dans le sens où quand on est à fond dans le truc, bah limite il est pas tellement là en fait, mais par contre dès lors qu'on va l'exposer sur l'extérieur, tu vois, notre savoir, tu vois, c'est là où il rentre un peu en action. Moi je sais que j'ai beaucoup accompagné de gens et en équipe, tu vois, les gens venaient souvent me solliciter, un peu comme toi j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ben se foutre à poil sur les réseaux, sur YouTube ou ce que tu veux, là c'est plus difficile, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ouais, et du coup, c'est un peu aussi pourquoi je poste moins de choses techniques. En gros, ça j'en ai déjà discuté, j'en ai discuté avec Florian aussi, un gars que j'ai rencontré sur LinkedIn qui est très axé HPI, PSA, TDA, enfin tout ce qui est neuroatypie. Et j'en ai discuté avec lui et on passe un peu les détails, mais effectivement, en fait, comme ce que j'ai du mal, c'est que comme je sais faire, comme j'ai appris à le faire, et que j'ai appris à le faire tout seul, bah en fait, n'importe qui peut le faire. Tu vois? C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose d'inné, de facile, résoudre un Mmh. problème, c'est simple. Mais alors que je sais pertinemment, dans le côté de mon cerveau, que non, c'est pas simple et que non, pas n'importe qui peut pas le faire. Mais j'ai toujours cette voix en disant, bah de toute façon, tous les développeurs ils savent le faire, etc. Et j'ai vraiment du mal à exposer ça. Et quand un junior il vient me voir, ben je dis, bah lui il est junior, il est là, il a plein de trucs à apprendre, donc je vais pouvoir lui apprendre. Mais très rapidement, il va me dépasser. Tu vois, il y a des gens dans ma boîte qui ont genre autant d'expérience que moi, et ben dans ma tête, ils sont toujours meilleurs que moi.
Tu vois, un peu Et moins. est-ce que c'est parce que, alors, moi je le sais, mais toi t'es un gros touche-à-tout. Oui. Toi, pour moi t'es un peu la personnification du couteau suisse. Mais est-ce que du coup les gens à qui tu te compares, eux, à contrario, sont pas plutôt experts sur quelque chose? Ou essayent de s'expertiser sur quelque chose? Si, la plupart, en fait, je le vois, hein, il y en a. Enfin, c'est pas, je vais pas me mentir, mais il y a très peu de profils comme moi vraiment dans les ESN. Moi, je viens en fait d'un monde où j'étais dans une boîte pendant 14 ans, j'ai dû monter tout un écosystème tout seul. Donc, j'ai dû monter les serveurs, paf, j'ai appris comment utiliser Linux, comment monter les serveurs, comment faire les ouvertures de port, comment faire tes DNS et compagnie. Après, j'ai dû faire des applications mobiles. Bon, bah allez, hop, on achète un Mac, on commence Objective-C, on voit comment ça se passe. J'ai dû faire du serveur, du front, j'ai même dû faire des firmware pour du matériel, tu vois. Et je me suis dit toujours, en fait, bah tiens, est-ce que je le ferais pas, tu vois. Et du coup, j'ai toujours fait. Et, euh, et j'aime bien, en fait, pouvoir vraiment toucher à tout, comprendre tout. Aujourd'hui, tu vois, j'ai fait un petit logiciel, une petite application interne. Euh, on l'hébergeait sur Azure. Azure nous coûte une blinde. Bon, bah, je demande une VM à l'équipe support et puis vas-y que je te paramètre toute la VM pour que ça marche. Euh, Hmm. euh, c'est moins cher, du coup. C'est même plus performant. Et c'est adapté aux besoins. Tu n'avais pas besoin de faire du cloud pour 200 personnes qui vont utiliser ton application. Donc ouais, ce côté touche à tout me permet d'avoir une vaste connaissance et le fait aussi de ne m'être jamais arrêté à un framework, d'avoir toujours, d'ailleurs pendant bien 10 ans, j'ai repoussé tous les frameworks en disant non, je continue, je multiplie jQuery par-ci par-là, mais je fais du pur JS, je fais du pur PHP, je fais du pur machin. Bah en fait j'ai compris comment tourner les choses et puis surtout en voyant tous les langages différents. Bah, en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes. Ouais, sur la syntaxe, elle change, mais t'apprends Hmm. la grammaire et tu passes d'un langage à l'autre. Donc, Ouais, je suis assez d'accord, hein. C'est pour ça que bon, alors moi je suis du fichier en Angular parce que c'est ça, c'est cette expertise-là que je veux vendre, hein, mais globalement, si tu ferais du Vue, du React, ce serait pareil. Je vois des développeurs qui font du Java, je pense que tu peux facilement les faire passer sur du .NET ou des choses comme ça. Enfin, mm, c'est la langue qui change, mais l'usage qu'on en fait de toute façon pour faire du web, c'est le même. Donc, ouais. c'est une histoire de traduction, quoi. Et tout à l'heure, tu as parlé un peu d'IA. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que par rapport aux juniors, c'est une bonne chose ou pas? Alors, il y a beaucoup de choses dans l'IA, hein. Ce qu'on dit IA aujourd'hui, c'est surtout l'IA générative, c'est surtout les GPT, les Claude et compagnie. Euh, Moi, je pense que c'est un formidable outil. Je m'en sers régulièrement. Là, d'ailleurs, tu vois, je suis sur une migration d'AngularJS à Angular. Je lui demande de transposer mes composants et je lui donne un temps fou. Donc voilà, ça c'est pas mal quand tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire qu'un développeur senior qui connaît tous les rouages du développement, il va pouvoir demander à l'IA de lui générer des bouts de code ou lui apprendre des choses, hein. Moi je m'en sers pour quand je passe d'un langage à l'autre en disant putain comment on fait ça? Tac, il me sort un exemple. Ah ok on fait comme ça, et ben je vais m'en servir. Par contre quand tu es junior, euh, pour moi c'est une vraie catastrophe. Après tu as deux types de juniors, hein. T'as le junior en fait qui va s'en servir comme mentor personnel, et ça c'est bien, il va pouvoir monter en compétences. Mais comme il n'a pas encore vraiment le langage, je dirais, euh, il a peut-être pas forcément à prendre dans la bonne direction. Hmm. Et après, t'as le junior pisseur de code, j'ai envie de dire, le junior qui dit ah moi tout ce qui m'intéresse en fait c'est vite produire parce que je peux montrer ce que j'ai fait. Et là en fait c'est vraiment une grosse erreur parce que il va pas apprendre, il va simplement copier du code sans savoir comment ça marche. Et j'ai très bien vu hein, sur les projets où je suis, euh, assez rapidement ça marche plus. Et puis d'un coup, il se retourne vers toi, ou tu regardes les PR et tu lui dis, mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi t'as fait ce truc-là? Alors que
ça a déjà été créé à un endroit, il fallait juste appeler le bon service, il fallait juste appeler le bon truc. Tu vois, ils ont plus ce côté vraiment, je regarde l'ensemble d'un projet, mais c'est plus, je fais mon ticket. Et on perd en cohérence du code, et on perd en maintenabilité, en maintenance, en tout ce que tu veux, quoi. Ouais, il y a un peu cette quête de la performance et de la rapidité plutôt que vision long terme, même pour eux, à leur apprentissage. Ouais, moi, j'ai vu des posts de gens qui recommandaient d'interdire l'IA aux juniors. Alors, je suis pas forcément d'accord parce que, enfin, de toute façon, il va falloir apprendre à travailler avec d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la vision un peu mentor. Clairement, enfin, je pense que tu peux apprendre beaucoup de cette manière-là, mais tout en sachant qu'il faut savoir quoi demander, C'est ça. parce que moins t'es précis, moins tu vas avoir de réponses précises. Maintenant, c'est vrai que pour la partie génération de code, ben, encore une fois, si tu sais pas de quoi tu parles, tu vas pas forcément vérifier, tu vas juste tester, tu vas voir que ça marche. Alors peut-être que ça va marcher sur le truc que toi t'as testé, mais sur un autre cas, ça marchera peut-être pas pareil. Et après, ben, en fait, c'est toujours l'état le problème, c'est que si t'es pas capable de maintenir ton code, finalement, ton code il sert pas à grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Donc, je l'ai un peu interdit à un moment donné à un de mes développeurs. Je lui ai dit, non, non, sur ce projet-là, il est, enfin, c'est pas possible. Et en hmm. j'ai envie de te dire, en plus, c'est hyper dangereux parce que la plupart, en fait, des développeurs, même juniors, utilisent des comptes standards, hein, et en fait, envoient des données confidentielles. Donc, tu te retrouves à envoyer la méthode de ton client qui, lui, n'est pas au courant. Moi, je peux te dire qu'il y a des projets chez Tecna où t'as pas intérêt, et c'est même verrouillé. C'est-à-dire que tu passes par le Hmm. VPN du client, et le client te verrouille toutes les URL des IA, quoi. Ouais, mais surtout que c'est pas sur Curseur où il y a eu un sujet là sur cette semaine, comme quoi il envoyait les clés éventuellement qu'il y a même dans les fichiers .env, même si tu les mets dans le git ignore, dans le fichier cursor ignore, il peut les envoyer en fait dans les requêtes. Enfin, j'ai cru voir passer ça sur les réseaux. Alors j'espère que c'est pas véridique. J'espère que c'est plus protégé que ça. C'est Euh, possible. mais quelque part, ça surprendrait personne, je pense, que Oh, ça soit voilà. possible. Et puis, au final, ça ne gênerait presque personne non plus, tu vois. C'est assez aberrant aujourd'hui. On est capable de tout donner à une IA en disant, ah bah c'est pratique, mais sans se poser la question de ce qui se passe derrière. C'est ça. Donc, quand c'est arrivé, DeepSeek, ils sont tous là en disant, ah c'est génial, c'est génial. Et puis 3 jours après, ah, en fait, il y a une backdoor qui envoie tout dans les serveurs. Ah ouais, bon, c'est moins génial. Mais il faut pas se leurrer, hein. Là, c'était la Chine, mais les États-Unis, c'est pareil. Enfin, Hmm. ouais, tout est pareil. Donc, moi, par contre, j'utilise l'IA dans mes projets et j'essaye en fait de me dire qu'est-ce que l'IA dans mon projet peut apporter à mes utilisateurs ou mes clients. Donc là, tu vois, j'ai sur mon projet client qui me prend pas mal de temps. On s'est posé et on a discuté ensemble en se disant quelle serait la valeur ajoutée. Et les clients utilisateurs, c'est des sociétés, je ne pourrais pas dire les noms, mais très très sensibles. Donc c'est hors de question de brancher ça à un chat GPT ou autre. Donc du coup, la question c'est comment je peux embarquer en plus dans un système qui est totalement fermé, parce que je peux pas faire non plus n'importe quoi dans mes serveurs. Comment je peux embarquer des modèles pour des tâches spécifiques. Donc c'est là-dessus que je fais mes recherches. J'ai la chance d'avoir une grande partie de mon temps dédié au POC et au chantier interne, où bah, du coup, là dernièrement, j'ai créé un petit RAG avec Elasticsearch pour faire un petit bot qui va chercher dans notre wiki. J'ai fait un matching en fait entre les missions qu'on reçoit et les profils des collabs dispo, donc ce qui permet d'être plus performant. Et je fais plein de petits POC à droite à gauche pour voir. À un moment donné, sur une feature que j'avais dans mon logiciel interne, euh, j'ai dit bah je vais prendre la question client, je vais envoyer à l'IA et on va voir ce que ça donne. Et bah c'était une cata. C'était lent, c'était pas forcément juste. Et j'ai repensé le truc. J'ai repensé, la première chose c'est quelle est l'utilité de l'IA. Donc je me suis posé là, puis en fait je me suis dit bah
si tu guides bien le client, enfin l'utilisateur, avec une bonne UX, t'as les bonnes données, au final, t'as les bonnes recherches. Et l'IA, elle sert à rien. Et à contrario, je me suis dit, bah là, j'arrive pas à faire matcher. Pourquoi? Bah, parce que mon back-end, il comprend pas ce que dit l'utilisateur, parce que c'est trop gros, c'est trop, voilà. Et là, l'IA, en fait, me permet d'analyser ce que dit l'utilisateur et de le transformer en données que je peux utiliser avec mon back-end. Ok. Ah, mais je pense qu'on rejoint du coup cette histoire de couteau suisse. Et le fait que tu aies dû autant de temps pour faire plein de trucs, mais c'est bien, parce que toi, c'est ce que tu kiffes au final. Ouais. Mais on voit du coup, tu touches à tout. Alors, on s'est un peu éloigné du sujet initial de publier sur les réseaux, mais je trouve cette aparté pas mal. Euh, et du coup, si, enfin, comment tu conseillerais à quelqu'un qui veut être dev, qui sort d'une reconversion ou pas, mais qui en gros arrive sur le marché, est-ce qu'il doit publier ou pas? Qu'est-ce qu'il devrait plutôt publier ou pas? Je pense qu'il devrait quand même publier. Euh, je pense qu'il devrait publier, qu'il soit free ou CDI hein, même. Euh, Moi, j'ai embauché des personnes parce que soit ils publiaient, ou soit ils commentaient mes posts et ils venaient me parler. Donc être présent sur les sociaux, c'est quand même important. La dernière personne que j'ai recrutée, euh, il est venu me parler en disant ouais, je fais du React, je fais du machin. Je fais écoute, moi, ce que je vois sur mes projets, sur mon marché, c'est pas React qu'on a besoin, c'est Angular. Le mec, il a dit ok, je vais apprendre Angular. Alors, il n'y avait pas encore Easy Angular Kit, hein, qu'il a dû apprendre par lui-même, mais Ça a dû être long pour lui. mais d'ailleurs, il a fait partie de tes testeurs initiales. Ah, Et ce gars-là, il est revenu 3 semaines après en me disant, regarde, j'ai fait un petit truc, une petite app en Angular, donc je regarde, je lui fais mes retours, je vois qu'il les prend en compte et qu'il les change. Et je sais pas, un mois après, j'ai eu besoin en fait de recruter un junior qui connaissait un peu Angular. Bah naturellement, je suis allé lui poser la question de savoir s'il recherchait encore du taf. Et au final, il m'a dit oui, et on l'a embauché quoi. Après un entretien, hein, c'est pas que comme cool. ça. Et, euh, et je sais pas si tu connais Alexis Moulineuf, je crois, un truc comme ça. Ah si, ça me parle, oui. Le mec qui C'est pas fait Mario. 3D, Ouais, j'ai dire, mais c'est Mario Kart, moi. voilà. Bah tu vois, lui, il a publié. Il a Mhm. publié et tout, enfin, en tout cas, moi, ça a un fort impact. Le jour où j'ai besoin d'un truc 3D, je sais que j'irai le voir, tu vois. Et, Ouais, mais c'est important hein, de publier sur ce qu'on sait faire et même si on considère ne pas avoir beaucoup de connaissances et de compétences, on est capable de faire des trucs et c'est important de le montrer parce que ça permet d'être identifié et identifiable en fait. Moi, c'est pareil. Alors moi, les gens pensent que je recrute, donc souvent je reçois des MP pour des stages, des alternances et malheureusement je prends personne. Mais par contre, ça n'empêche que je note, ok, qui cherche quoi, et puis bah quand j'ai quelque chose qui correspond, j'essaie de faire matcher les personnes. Enfin, ça permet aussi ça en fait. Alors des fois, on peut voir comme avec cette personne dont tu as parlé il y a 2 minutes, hein, c'est un coup de bol presque parce que c'est manifesté, tu t'es rappelé, tu l'as recontacté, mais donc ça existe en fait. Donc voilà. ouais, et puis pas mal de personnes. Enfin, je sais que j'ai déjà demandé à pas mal de personnes de mon réseau hein, s'ils cherchaient, ou j'ai fait passer des entretiens. Il y a des personnes aussi qui sont venues me voir et je leur ai fait passer un entretien où je les ai oubliés. Euh, c'est important d'être présent, c'est important de communiquer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu que toi tu avais fait un message, mais d'autres aussi. Enfin, n'hésitez pas à envoyer des messages privés, hein. Moi, je reçois des messages, je réponds toujours. Pareil. Bon, je réponds toujours, même si j'ai pas le temps. Des fois, je dis, bah attends, j'ai pas le temps, je te reprends plus tard, n'hésite pas à me le redire, tu vois. Mais voilà, on va pas vous bouffer. Si vous avez des questions, enfin voilà, faut vraiment pas hésiter en tout cas, pour ma part. Hum, hum, hum. Alors moi, je suis désolé, maintenant je réponds plus dans l'heure. Je peux pas toujours, mais pareil, au plus tard, le lendemain, j'essaie de répondre. Prends le temps d'échanger quelques messages, des fois lâcher un tips en fait, qui peut aider la personne. Enfin voilà, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Je réponds même aux recruteurs, c'est pour te dire.
Non. Et pour Si, leur raconter quoi? des fois, j'en fais des jolis commentaires. J'aime pas trop ce délire là, de cracher sur les recruteurs et tout. Enfin, déjà, de cracher sur les autres, j'aime pas. Euh, mais à un moment donné, t'en auras toujours besoin. Donc, faut se les garder dans la poche. Moi, il y en a, ils écrivent, je suis désolé, c'est pas la bonne analyse de mon profil, je ne fais pas cette techno. Ou je l'ai noté, mais c'est pas ma passion. Et au contraire, là, j'ai reçu un truc, hey, salut Papy Dev, nanana. Le truc, j'ai regardé, je l'ai relu deux fois, tu vois, et je me suis dit, ouais, le salaire, il est pas mal aussi. Est-ce Euh, que, tu vois, bah, après, bon, j'ai réfléchi 2 minutes, euh, mais je garde, voilà, toujours, bah, merci beaucoup, pour l'instant, je suis pas en recherche, etc. Et je garde ce lien, c'est aussi important de ne pas cracher sur les recruteurs, parce que le monde de la tech, il est assez petit, tu tomberas forcément sur quelqu'un un jour. ouais, ouais, on a tendance à oublier ça hein, en étant sur les réseaux, parce que moi j'en vois, il y en a qui se permettent des trucs incroyables parfois, que ce soit en commentaire ou en MP, mais les gars, juste oubliez pas un truc, le monde il est ridiculement petit. C'est le karma, il vous retopera toujours, c'est sûr, c'est sûr. C'est Ouais, je clair. suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu veux conclure en nous parlant d'un petit truc particulier? Bah, je peux Euh, t'expliquer, parce que c'est un peu l'origine du truc, mais je peux t'expliquer comment je suis arrivé aussi à PapyDev, parce que c'était un peu... Allez! voilà. Avant PapyDev, toutes les histoires là, que j'ai fait, c'était, je postais au fur et à mesure des tips et tout ça, mais... Alors comment je suis arrivé? Franchement, c'est très très drôle et c'est vraiment un hasard. Euh, Fin 2000 août l'année dernière, 2024, euh, j'ai pris une semaine de vacances et je devais aller à Toulouse parce que j'étais témoin de mariage d'un collègue d'Atecna. Quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé et on est toujours sur les mêmes projets. Et je me suis dit, bah, je vais passer une petite semaine tranquille avec mes enfants, ma femme, un mariage à préparer, tu vois, je vais pas être hyper présent. Donc j'ai commencé à écrire des petites histoires que j'ai programmées en fait tout au long de la semaine, comme ça. Je me suis dit, ça me fera un post par jour, les gens ils m'oublieront pas et je pourrai revenir tranquillement la semaine prochaine. Et là, en pleine visite, tu vois, de la cité de Carcassonne, de machin, dans la famille, dans les trucs, et mon téléphone il n'arrêtait pas de vibrer. De partout, les gens commentaient de ouf, mettaient plein de likes, étaient pas forcément d'accord, machin. Ça a hyper bien marché. Et du coup, je dis, bah, en fait, les gens, ils aiment bien. Donc, je vais continuer. Et je suis parti après sur différentes choses, hein. Des fois, je parlais un petit peu des méthodologies, des OS, des ITE. Voilà, en fait, une histoire par jour. Et, et c'est rigolo parce que souvent on dit que les sujets purement tech, enfin très pointus, ça marche pas tellement en fait en termes de reach. Mais toi, j'ai quand même l'impression que ça plaît bien. Alors, ça plaît. Et surtout, en fait, ce que je peux voir, parce que j'ai un peu des likes et tout, qui reviennent plusieurs jours, voire des fois 2, 3 semaines après. C'est qu'il y a quand même un Ouais, cycle. ça traîne, ouais. Euh, Après, moi, c'est pas hyper pointu non plus, en fait. Ce que je veux dire, je suis convaincu, en fait, que toutes les frameworks, toutes les technos, c'est un outil qui répond à un besoin à un moment donné. Tu vois, même les technos, je suis pas fan, hein, tu sais très bien les technos que je déteste, Non. mais que je dis, mais elles ont répondu en fait à un besoin à un moment donné. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, en fait, quand est-ce que ça a été créé? Et surtout pour résoudre quel irritant. Et ça, si tu regardes bien dans chacune des histoires que je note, c'est ça. C'est pourquoi et pour résoudre quel irritant. C'est ça qui est important. Après, t'aimes ou t'aimes pas, après la techno évolue, mais à un moment donné, on a eu besoin pour résoudre ça. Et c'est ça qui m'intéresse énormément et que j'avais envie de transmettre. Ouais, et puis c'est là où on voit à quel point c'est détourné aussi après. Ah oui, oui, bah, quand tu vois React. Ouais, bah, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de la vidéo de Papy Dev. Comme ça, on pourra partager ça, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. J'ai une toute dernière question, parce que là, on est sur le premier épisode de Vie ma vie de dev. Je sais pas si on aura énormément d'autres ou pas, mais voilà, moi j'aime bien me laisser porter un peu par le vent. Mais je prends les coups de pouce.
Du coup, dans mon esprit, j'aimerais un peu alterner sur un profil plutôt junior, un profil plutôt senior. Donc, si tu Mhm. as un ou deux noms à me lâcher que tu penses qui pourraient être intéressants d'interroger, à qui discuter, un peu comme on fait là. Ouais. Je- Bah, côté junior, il y en a un qui me vient tout de suite à l'idée, c'est Aude Lelouch. Ok, je connais, j'ai. Alors pourquoi? Bah parce que c'est quasiment la première à réagir sur tous mes posts. Je crois qu'elle a mis un réveil à 7h45. Et aussi parce que en DM, on a pu discuter de plein de choses. Euh, je suis hyper impressionné en fait par, par tout ce qu'elle sait aussi. Vraiment, je suis très très impressionné et tu vois, c'est quelque chose que j'aurais envie que tu l'interroges pour voir justement d'où ça vient, parce que je Ok, trouve ça intéressant. Après, j'ai un autre aussi, un, un concurrent, hein, parce que bon, David Grammatico, hein, un concurrent. React Native, Monsieur Réactative. Ok. Monsieur React Native. Je rassure un peu tout le monde, hein, on discute, on se tape pas dessus et on s'apprécie quand même un peu. C'est très friendly comme relation. C'est très sain. Et ils s'aiment en vrai. Faut pas croire. Et s'il y en a un Ok. autre aussi qui peut être intéressant parce que j'ai déjà discuté avec lui et c'est un parcours un peu atypique, ce serait François Roquefort. Ok. Ok. Bon, ça va, je les connais tous, donc je pense que j'arriverai à au moins les solliciter, voir ce qu'ils vont me répondre. Avec sa petite guitare, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de l'avoir et d'échanger un peu plus et je pense qu'il y a moyen d'avoir des choses très intéressantes sur son parcours. Ça marche. Eh ben écoute, je te remercie pour ces trois noms. Du coup, c'est plus que ce que j'ai demandé, c'est parfait. C'est moi, mais Euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Voilà, voilà. il a bien suivi le Le tuto, hein. tuto, donc Impeccable. voilà, comme ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, impeccable. Parfait. Bah, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Je mettrai tous les liens de ce dont on a pu parler dans la description de la vidéo. Et merci à tous et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Salut! Salut.